Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast After the Rain. Donc aujourd'hui, je voulais aborder un tout autre sujet que le premier épisode que vous avez vu la semaine dernière. Épisode qui du coup n'aura rien à voir, qui sera pas du tout sur la même vibe. Le premier épisode était beaucoup plus dans la réflexion et l'introspection de ce qu'est les résolutions. Donc je vous invite à aller le voir pour vous faire votre propre avis et me faire des retours dessus. Aujourd'hui, comme dit dans le titre, nous allons parler des 10 choses qui m'ont fait grandir cette année. Alors quand je parle de grandir, je parle de choses qui m'ont fait évoluer, qui ont fait que je ne vois plus les choses de la même façon à l'heure actuelle. Installez-vous confortablement avec vos petits thés, vos petits cafés, un bon plaid et c'est parti. Hein. Alors, avant toute chose, je pense que le premier élément que je peux dire sur si je devais résumer cette année 2025 qui vient de s'écouler, ça serait que le changement est novateur. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux dernièrement, que le changement est quelque chose de positif, de plein de good vibes and new era comme on entend parler, ou encore tout ce qui va être autour du glow up. Mais moi, j'ai jamais vu le changement par le passé, en tout cas, comme quelque chose de positif. C'était toujours pour moi quelque chose qui était imposé à moi et je n'avais pas d'autre ressort que de changer des choses pour débloquer ce qui était autour de moi. Par exemple, quand j'étais au collège-lycée, moi j'adorais mes amis, ma vie telle qu'au collège et au lycée. Moi je ne voulais pas qu'elle change, mais j'ai eu mon diplôme et je suis partie en école sup, donc forcément elle a dû changer. Quand j'ai déménagé parce que je devais changer d'appartement parce que j'ai changé de statut, je suis passée d'étudiante à salariée. J'ai kiffé mon appartement, je n'avais pas envie de changer en soi. J'aimais mes routines, j'aimais mes habitudes, mais ce n'était plus viable dans le sens où mon statut a changé, j'étais dans une nouvelle période de ma vie qui implique du coup du changement. Et début d'année dernière, du coup, je n'ai pas eu le choix que de changer des choses et je me suis rendu compte que c'était la meilleure, voire les meilleures décisions qui me sont arrivées dernièrement. Et ça m'a permis de tout revoir en perspective et le fait de changer du coup deux trois petites choses dans ma routine, de changer deux trois petits éléments, en fait on débloquait tout ce qui se passait autour de moi sans que j'ai eu besoin de faire un effort colossal. Et c'est quelque chose qui je trouve est très important. Et on s'en rend pas compte que en fait ce sont les petites actions qui font place au meilleur. Et ce que j'ai appris, et qui est le deuxième point que je pense qu'on peut aborder aujourd'hui, et que effectivement, pour faire ce changement-là, il faut faire table rase du passé. On ne peut pas espérer construire quelque chose sur des fondations qui sont bancales, où on n'a pas fait de ménage. Je vois en fait un peu ça comme une porte d'entrée. Une porte d'entrée avec du bazar, des cartons, des chaussures qui traînent, des vêtements pas sur le porte-manteau, entassés. Mais la porte, vous n'allez pas réussir à vraiment bien rentrer et sortir de chez vous. Elle va toujours rester entr'ouverte, un petit peu fragilisée, dans le sens où vous n'allez pas réussir vraiment à bien contrôler qui rentre chez vous et qui en sort. Et si vous faites du nettoyage dans tout ça, si vous aérez les choses, si vous ordonnez votre entrée à quelque chose qui vous ressemble fondamentalement en tant que personne et en tant que vous, automatiquement, vous allez réussir à débloquer beaucoup de choses. Déjà, vous allez pouvoir, et ça c'est le troisième point que je voudrais aborder, c'est poser vos limites, pouvoir fermer cette porte quand vous souhaitez qu'elle soit fermée et ouvrir cette porte quand vous souhaitez être ouverte. Et ça ne fait pas en sorte que les opportunités se referment à vous. Je dirais même que c'est l'opposé parce que puisque vous arrivez à dire moi je suis et je souhaite qu'il m'arrive ce genre de choses et je ne veux pas qu'il m'arrive ce genre de choses et c'est ça ma limite. C'est ça que je tolère et c'est ça que je ne tolère pas. Ça c'est du manque de respect à mes yeux, ça c'en est pas. Ça je suis ok, ça je suis pas ok. Et forcément ça va faire un tri que vous le vouliez consciemment ou inconsciemment, les personnes vont se dire ah elle est beaucoup plus exigeante, donc je ne suis pas sûre de pouvoir continuer avec ces exigences-là, tout en respectant la personne qu'elle est et tout en me respectant moi. C'est pas forcément quelque chose de négatif dans ce point-là. C'est juste que vous avez fait le parcours que vous avez fait ensemble, vous en gardez de très bons souvenirs
et que cette ère est révolue. Et comme je le dis, la porte, de toute façon, c'est toujours vous qui décidez de l'ouvrir ou pas. Et surtout, quand on pose ses limites, on n'a pas besoin de les justifier. Ce sont vos choix en lien avec beaucoup de choses de votre personne qui s'est construite au fur et à mesure avec votre éducation, votre milieu de vie, votre entourage, vos croyances, vos influences. Parce qu'effectivement, tout le monde ne s'identifie pas à une croyance en tant que telle comme une religion, mais plutôt comme un mouvement de pensée. Parce que même si les personnes se disent athées, on a tous des idéaux et des courants philosophiques où on se ressent plus ou moins, sans parler de philosophie comme par exemple Descartes ou Aristote, mais on a tous des façons de penser, on est tous influencés. Et dans tous les cas, vos choix n'ont pas à être justifiés. C'est-à-dire que si vous dites, moi là, je me sens blessée quand tu fais ça, et que la personne, elle te dit, bah oui, mais pourquoi en fait, et qu'elle continue à forcer, mais c'est là que ça doit vous faire un petit tic et vous dire, là, il y a un problème. Pourquoi elle force autant? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est intéressant à voir et à observer que le tri est en train de se faire et que vous êtes en train de changer. Quelquefois, ça fait quand même un petit peu quelque chose. Et c'est le quatrième point abordé, c'est que les choses, quelquefois, elles font mal. Mais elles sont nécessaires, c'est-à-dire on ne peut pas espérer avoir tout le temps des moments de joie sans avoir des moments de tristesse. On peut pas tout le temps avoir les plus belles choses sans avoir des moments de bas dans la vie. Et ça, je pense que le film Vice Versa le dit très bien. C'est pas un gros spoil, mais le petit personnage de joie essaye de toujours avoir de la joie dans la vie et écarte tristesse volontairement en se disant que ben non, il ne faut pas de tristesse, il ne faut absolument pas de tristesse, il faut que tout le temps tout aille bien, il faut prendre les choses avec positivisme et sourire. Mais dans le fond, on ne peut pas espérer toujours sourire sans qu'il y ait deux, trois larmes derrière, parce que ça veut dire qu'on est manichéen et c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver d'être manichéen et que les choses ne nous blessent plus et que plus rien nous blesse. Et dans cet esprit de manichéen, je ne veux pas dire que le stoïcisme est une mauvaise chose. Parce qu'effectivement, quand on arrive vraiment à appliquer le stoïcisme, qui est en fait un courant philosophique qui, au lieu d'espérer de contrôler les choses quand une situation nous arrive, on essaie de contrôler la façon dont la situation nous fait nous ressentir. Et c'est quelque chose qui est très utilisé pour gérer la crise d'angoisse et qui est très intéressant à apprendre à gérer. Je commence, ou du moins j'essaye de faire. Et c'est vrai que ça permet de plus facilement lâcher prise que de juste se dire, bon Marie, là il faut que tu lâches prise. Bon, ça c'est un autre aparté, je pense que j'en ferai un épisode entier, car ça serait intéressant d'avoir vos retours dessus. Pour revenir sur le sujet, certaines choses elles font mal, c'est un peu comme le pansement, il faut savoir l'arracher. Ça va saigner, mais il faut que tu voies la plaie pour pouvoir voir ce qu'il faut mettre dessus. Est-ce qu'il va falloir mettre un pansement sec? Est-ce qu'il va falloir mettre par contre une petite pommade? Et peut-être montrer la cicatrice slash la plaie à un spécialiste, à vos amis, à des personnes formées dans la santé mentale comme des psychologues. Il ne faut pas rester seul avec cette peine, ces moments de doute et de douleur, parce que vous n'êtes pas seul. Il faut vraiment que vous vous dites ça. Et quelquefois, c'est vrai que quand on a des moments où ben, la pluie ne fait que s'abattre ou que l'orage est sans cesse là, on se dit que ben, on va jamais s'en sortir. Mais qu'en réalité, et même la nature nous le montre, la pluie finit toujours par s'arrêter. Et ça, c'est mon sixième point. Ça revient un peu le cinquième, comme quoi il n'y a pas de joie sans tristesse, mais il n'y a aussi pas de moments hauts sans les bas qui vont avec. Et il faut savoir apprécier les moments où on est bien comme les moments où on n'est pas bien et les remercier et vraiment les embrasser parce que c'est à ce moment-là que se jouent les choses pour vous et pour tout le monde. C'est à ce moment-là où il y a les plus grands changements qui se font. C'est là où on remet tout en question et qu'on se dit mais est-ce que ça serait pas en fait l'origine du problème et essayer de vraiment amener du coup le changement qui est le premier point qu'on a abordé afin d'évoluer parce que c'est ça le but, c'est de devenir sans cesse la meilleure version de soi-même mais avec indulgence. Il faut pas se mettre une pression par rapport à ça. C'est pas parce que votre voisine elle va plus vite que vous, qu'elle a déjà fait son premier prêt immobilier, qu'elle a déjà investi et qu'elle a 4 gamins qu'elle est plus épanouie que vous. C'est faux. Chacun va à son rythme et avec ce qu'il veut et surtout avec ce qu'il a envie. Et c'est ça le principal, je pense, c'est ce qu'on a vraiment envie. Alors le septième point, qui n'a rien à voir avec les autres points énoncés, c'est que on ne doit jamais regretter les choix que l'on a faits. Parce que on les a faits avec ce qu'on avait comme moyen à ce moment-là.
Cette année, j'ai pas mal pensé à ça, dans le sens où effectivement, je me suis dit j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu avoir de meilleurs résultats, j'aurais pu réussir mieux les choses. Mais on ne construit pas un monde avec des si. Et aussi, ben, si on a ce recul-là sur la situation, c'est que l'on a appris de la situation et que l'on a pu se remettre en question et se dire, ok, là, comment j'aurais pu mieux faire pour faire la chose. Et on a fait des recherches, on s'est cultivé, on s'est renseigné et inconsciemment, on a évolué et on sait que si cette situation se reproduit, on pourra agir selon ce qu'on pense être le mieux à nouveau à ce moment-là. C'est vraiment le principe même de la remise en question et de l'analyse critique où effectivement on fait un plan établi des faits et on essaye de voir les axes d'amélioration. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais remettre en question les choix qu'on a faits, dans le sens où sur le moment, et je dis bien sur le moment, c'est ce qu'on aurait et ce qu'on a fait de mieux avec les moyens du bord. Donc on ne peut pas critiquer ça. Ce qu'on peut critiquer, c'est l'après, comment on a réagi et comment on va faire pour réagir. Et maintenant, on va engager le 8e point de ce petit podcast qui est que l'entourage forge la personne que vous allez devenir ou que vous êtes en train de devenir. Il y a cette théorie comme quoi les 5 personnes les plus importantes de votre entourage, du moins les plus présentes, sont les reflets de votre personnalité. Alors ça peut être vos parents, ça peut être votre compagnon, ça peut être vos amis, mais en fait l'union de ces 5 personnes font ressentir de vous la personne que vous êtes. C'est-à-dire, c'est un peu comme les 5 doigts d'une main qui forment en finalité une main. Et ce principe-là, on l'a beaucoup vu dans tout ce qui était expérience sociale. Alors, c'est des expériences sociales qui ne se font plus trop de nos jours parce que niveau éthique, c'était pas ça du tout. Mais il me semble que c'était dans les années après-guerre où on a évalué le groupe de classe d'enfants avec des enfants où on les mettait par groupe de niveau. Et à chaque fois, on plaçait un élément dit perturbateur, un élément qui n'était pas du même niveau que les autres dans un groupe de bons. Et on mettait un élément bon dans un groupe de moins bons. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand on mettait un bon élément dans un groupe de mauvais éléments, le petit garçon ou la petite fille était entraîné par l'effet de groupe avec l'effet de masse et en fait les résultats scolaires n'étaient plus les mêmes comme avant. Alors que l'effet était censé être l'inverse. Les scientifiques se sont pensés que puisqu'on mettait un bon élève, les autres allaient vouloir faire comme le bon élève, sauf que le bon élève n'allait pas réussir ou du moins n'allait pas vouloir s'imposer face à l'effet de groupe. Et à l'inverse, le mauvais élève qui était dans un groupe de bons élèves, lui s'est senti et il a senti comme une pression sociale de bien réussir et donc les résultats ont augmenté. Ne serait-ce que parce qu'il avait des réponses quand il posait des questions ou qu'il demandait conseil. C'était pas vraiment une pression sociale dans l'effet péjoratif, mais le fait qu'il soit dans un environnement qui le pousse et qui le stimule, le moins bon élève avait des résultats en hausse et en nette amélioration. Et c'est ça qui est intéressant. Alors là, effectivement, c'est dans un cadre scolaire. On peut généraliser ça dans votre vie de façon générale, vos amis, votre famille qui vous encouragent à faire des choses, automatiquement ça va vous valoriser et vous pousser à faire la meilleure chose de vous-même. A contrario, si vous avez un compagnon ou des amis qui passent votre temps à vous dire de toute façon tu n'y arriveras jamais, c'est pas la bonne chose pour toi, que de toute façon t'es qu'un bon à rien, forcément votre estime de vous va être perturbée par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui est fondamentalement lié parce que nous sommes un être humain sociable et nous vivons en groupe, donc forcément le regard des autres a un impact sur nous, que ce soit volontaire ou involontaire. Et c'est pour ça aussi, je dis que la confiance en soi n'est pas acquis, mais elle se forge. C'est pas quelque chose qu'on peut dire qu'une personne a confiance en elle et qu'elle est née avec cette confiance en soi. Pour moi, c'est complètement faux. C'est quelque chose qui s'apprend, qui est de l'ordre de l'apprentissage et non de l'acquisition. C'est quelque chose qu'on peut forger vraiment dans le sens où en fait il faut réussir à reprogrammer notre cerveau, à se dire qu'on est une bonne personne et que si des jours, et ça arrive des jours où on se dit qu'on n'aime pas notre tête, que on trouve que ce qu'on a fait c'est nul, et bien vaut mieux s'abstenir de dire que c'est nul. Parce que si on n'a pas de bonnes choses à se dire, vaut mieux rien dire du tout. Et ça, c'est pareil partout, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même, si ce n'est pas une chose qui est fondamentalement essentielle, on n'est pas forcément obligé de le dire. Si vous trouvez que la coupe de votre collègue de travail n'est pas la plus ravissante, bah c'est pas forcément obligé de le dire. Il faut juste se dire qu'est-ce que moi je tolérerais ou je ne tolérerais pas
Et là, on repart sur les limites, parce que si vous posez des limites pour vous-même, il faut aussi savoir que les autres aussi ont des limites. Et c'est quelque chose d'assez important à remettre en question et qui est important de prendre en compte. C'est que vous n'êtes pas la seule à avoir des limites. Et la 10e chose, et du moins la plus importante à mes yeux, que je veux faire suivre tout du long 2026 et vraiment plus c'est affinité, c'est que on est notre seule limite. On n'est jamais vraiment prêt à ce qui nous arrive. À chaque fois qu'on repousse quelque chose parce qu'on ne se sent pas prêt, parce qu'on n'a pas assez révisé, qu'on n'a pas assez bûché, parce qu'on n'a pas assez pris de temps de préparation, bon, on le fera jamais, concrètement. Si on se lance pas un jour, personne ne le fera à notre place. C'est là que naissent les regrets et la frustration. Quand c'est des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font vraiment envie, bah, ça peut très vite devenir dans des sentiments négatifs qui nous emprisonnent et qui empoisonnent presque tout notre être. Parce qu'une personne aigrie fondamentalement, cette aigreur, elle vient pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous réveiller aigri. Non, c'est une succession de petites frustrations qui au fur et à mesure pèsent sur vous et qui est emprisonnée au sein de vous-même. Et c'est ça qui crée ce filtre de négativité et d'aigreur comme on peut voir chez certaines personnes. Et effectivement, la seule chose qui peut vous dégager de ça, c'est de percevoir en fait que vous avez des frustrations et de voir où sont ces frustrations-là et comment vous pouvez faire en sorte de les changer, de les modifier. Parce qu'effectivement, nous sommes les seuls responsables de nos actes. On pourra toujours nous dire oui, mais non, mais là, c'était pas le bon moment parce que j'étais encore dans les études. Là, c'est pas le bon moment parce que là, j'ai signé mon premier contrat. Là, c'est pas le bon moment parce que si ça sous. Mais ça sera quand le bon moment? Dans ces cas-là, il ne le sera jamais et jamais vous allez pouvoir faire cette chose qui vous tient à cœur. Donc, dans un certain sens, notre seul ennemi, c'est nous-mêmes. On le dit souvent par rapport à tout ce qui est développement physique, que notre seul ennemi, c'est nous-mêmes, mais on peut le dire aussi dans tout ce qui est psychologique. Notre seule limite, c'est nous et ce que nous nous imposons, parce qu'en soi, notre libre arbitre est totalement dénué de toute limite. Donc effectivement, je disais plutôt de poser des limites, je parlais plus d'un point de vue de respect, mais on n'a pas besoin de se poser de limites par rapport aux choses qu'on peut réussir à accomplir et des choses qu'on peut réaliser qui nous tiennent à cœur, qui sont de nos rêves depuis toujours. Et c'est ça que je compte amener avec moi dans cette nouvelle année, pleine de réalisations, je l'espère, de mes rêves et de vos rêves, je l'espère aussi, je croise les doigts pour vous. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. J'aimerais bien savoir aussi vos petits mantras de 2025, des choses qui vous ont fait changer votre version de la vie, hein, si on peut dire ça comme ça. Je vous laisse là. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une bonne semaine. C'était Marie sur le podcast After the Rain.